Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous demander de bien vouloir excuser ma patiente partenaire. Nous devions faire la présentation à deux. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé. Mais on a construit ensemble cette présentation. Et si vous avez des questions à la fin qui la concernent plus directement et auxquelles je ne peux pas répondre, évidemment, on lui transmettra et elle pourra y répondre plus tard. Donc moi, je suis Aurélie Larzillière, orthophoniste en libéral, en région parisienne. Et donc j'ai rencontré Morgane Leminez pour le suivi de son petit garçon, Johan. Elle est maman d'un enfant qui aura bientôt 5 ans, et puis de la petite sœur aussi. Alors, j'avais plein de choses à dire, c'est un peu court, 10 minutes, donc j'essaie de raccourcir un petit peu. On a questionné évidemment pourquoi elle était venue me consulter, ses ressentis à ce moment-là et puis comment elle en était arrivée à ce parcours. Je sais pas si ça affiche là. Ce que je voulais vous transmettre de plus important, c'est d'abord qu'il n'y avait pas que des problèmes d'alimentation. Il y avait aussi des problèmes de comportement, des problèmes avec le toucher. Et puis, au niveau de son parcours, elle a vu des médecins. Il y avait un suivi mensuel depuis l'âge de 2 mois pour des reflux. Et malgré tout, le médecin l'a envoyée vers une nutritionniste qui a répondu à la question ce qu'il faut manger et pas à la question comment faire pour simplement qu'il mange, qui était le problème principal. Donc, en fait, Morgane s'est tournée vers Internet, comme beaucoup de patients, comme peut-être un peu chacun d'entre nous aussi à un moment donné de notre vie. Elle a trouvé les groupes Facebook, elle a regardé sur Google, elle a trouvé le terme de trouble de l'oralité. Et grâce à Internet, elle a découvert que l'orthophoniste pouvait prendre en soin ce trouble. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée en octobre 2020 dans mon cabinet. Et ensemble, on s'est reposé sur ses fragilités, ses vulnérabilités et pour un petit peu découvrir aussi quels étaient ses besoins, les freins et puis donc les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour la prise en soin. Oui. Donc, notamment dans les leviers, nous avions le fait qu'il y avait une très bonne dynamique familiale. Dans les freins, le plus important, c'est qu'il y avait une méconnaissance des médecins et puis une méconnaissance aussi de l'entourage qui posait problème puisque du coup, ils ne pouvaient plus trop inviter du monde parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi en fait, elle ne forçait pas tout simplement son enfant à manger un peu, hein, quand même. Voilà, un peu d'autorité. Et donc, ensemble, on a questionné tout ça à travers un questionnaire de partenariat. Donc, moi, j'utilise un outil que j'ai co-construit. Et cet outil, en fait, alors, en tant que soignant, on connaît souvent, on a souvent l'habitude d'adapter notre langage aux patients. En revanche, on n'a pas forcément l'habitude d'adapter notre mode de communication aux patients. Là, en l'occurrence, cette patiente avait un bon niveau socioculturel. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et puis, de toute façon, quand on est en période de stress, retenir les informations, c'est très difficile. Et parfois, une image, ça permet voilà, de se poser et de mieux saisir ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi la langue des signes. On n'a pas besoin de connaître plein de signes de savoir parler couramment la LSF. Mais simplement, ça donne un appui à ce qu'on dit pour les personnes. Ça peut être aussi évidemment du facile à lire et à comprendre. Pour les enfants, alors quand je parle de patients, je parle des aidants, mais je parle aussi des patients, y compris le petit enfant. Donc j'utilise des outils qui sont très très visuels. Vous le voyez là sur l'image avec des échelles, avec des petits smileys. Donc, tout petit, même en maternelle, on arrive à questionner l'enfant et du coup à lui donner cette culture du partenariat. Information et recueil, c'est bien. L'important, c'est la collaboration. Et donc, on arrive à la codécision. En fait, dès le départ, on va poser des questions ouvertes sur ce dont le patient a besoin.
et même les solutions qu'il envisage, lui. Alors, évidemment, au début, le patient a du mal à répondre à cette question-là. Souvent, il arrive en disant, mais si je savais, je ne viendrais pas vous voir. Mais comme on réévalue très régulièrement à distance, en fait, on réévalue ce questionnaire, on réévalue nos axes de travail. Du coup, petit à petit, en fait, le patient sait déjà quelles questions je vais lui poser, et donc il a réfléchi en amont. Et de plus en plus, il va prendre les décisions par lui-même. On va les construire ensemble, ces décisions, mais le but, c'est d'arriver finalement à une codécision et à une autonomie, enfin, en tout cas une autonomie et puis une autodétermination, c'est-à-dire qu'il soit capable de s'occuper de sa pathologie. Vous avez ici les étapes et les objectifs qu'avec Morgane, on s'était fixés et avec son enfant. Donc ça, c'est la grille d'autodétermination que je fais remplir. Et je fais remplir pas seulement aux parents, mais aussi à l'enfant. C'est-à-dire qu'on va questionner l'enfant pour savoir où il en est. Est-ce qu'il est capable, par exemple, de demander de l'aide? C'est important. Et là, la maman, elle a pu passer de patiente partenaire à patiente experte à partir du moment où elle a pu se dire, moi, je peux adapter et transférer. Alors, où en est le petit Johan maintenant? Johan, maintenant, il est capable de goûter de nouveaux plats, de nouvelles textures. Maintenant, ils peuvent aller au restaurant tous ensemble avec un grand plaisir. Donc ça, c'est vraiment, on a été vraiment au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, la maman n'est plus du tout angoissée. Elle a acquis un savoir-faire qu'elle est maintenant prête à échanger avec d'autres. Donc, elle a un projet en fait de paire et danse avec un hôpital. Nous allons co-construire également une formation pour les orthophonistes en formation continue. Et donc, elle est aussi d'accord pour être patiente ressource pour tous les parents et toutes les personnes qui se posent des questions sur les troubles de l'oralité. Je terminerai par le message qu'elle voulait vraiment vous transmettre, qui est que si on se fait confiance mutuellement, ça permet vraiment de construire la confiance du patient. Et elle dit que grâce à ça, maintenant, elle se fait confiance. Voilà, c'est pas plus beau. Largement, tu as vachement bien récupéré. Merci en tout cas de ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions alors, dans la salle ou à distance aussi, on peut prendre éventuellement? Oui, Daphné. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pareil avant? Je suis Daphné Desprez, en fait, dans votre situation, il y avait finalement la patiente partenaire, c'est la maman. Oui. Et l'enfant. Et l'enfant. Voilà, donc c'est la question ou remarque. Finalement, l'enfant, lui, il est patient, votre patient, mais enfin, vous avez accompagné les deux, quoi. Oui, j'ai accompagné les deux parce que pour moi, c'était très important que, en fait, la maman reparte avec un savoir-faire. Et donc, moi, j'ai fait découvrir des choses en séance, mais le but, c'était qu'elle fasse à la maison pour qu'elle garde, en fait, son rôle de maman, un rôle, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais de mère nourricière, c'est-à-dire que depuis que l'enfant était tout petit, elle n'avait pas pu décider de ce qu'elle allait lui donner à manger, de comment il allait manger, de partager les temps de repas avec plaisir, etc. Et donc, elle avait tout ça à rattraper et il était hors de question de le prendre pour moi. Donc, toutes les premières fois, c'est elle qui les a faites. La première fois qu'il a mangé des knackis, voilà, c'était tout un programme. La première fois qu'il a dit c'est bon, ça s'est passé à la maison, en fait. Donc, c'était important pour moi de lui transmettre ce savoir-faire-là. Mais évidemment, mon patient, c'est aussi l'enfant. Et donc, il y a aussi un dialogue à avoir avec l'enfant, même tout petit, sur qu'est-ce que tu as envie de goûter, dans quelle situation tu aimerais pouvoir manger, dans quelle situation tu pourrais prendre du plaisir, de quoi tu aurais besoin à table pour
pour avoir du plaisir, etc. Donc, voilà, le dialogue, il se fait pas que avec parce qu'en orthophonie, on parle beaucoup de partenariat parental. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est pas juste du partenariat parental, c'est du partenariat tout court avec les patients, les aidants, l'entourage, l'école, les animateurs, le midi à la cantine. Voilà, le partenariat, il est beaucoup plus large que ça. Mais dès l'enfant, vous avez vu dans les outils, là, les petits smileys, enfin, un enfant en maternelle, il peut parfaitement comprendre ces smileys, même s'il ne comprend pas bien la question qu'on lui pose. Il va prendre l'habitude justement de donner son avis. Et ça, c'est très, très important. J'ai répondu à votre question? Oui. Maggie. Maggie Delliot, patient partenaire. Je voulais savoir si dans votre pratique quotidienne, vous faites toujours ça, c'est-à-dire que vous essayez d'instaurer ce partenariat avec vos parents, avec les enfants. Et si oui, combien vous avez de taux de réussite, entre guillemets, de réceptivité des parents ou des enfants? Alors oui, je le mets au quotidien en action. Pardon, faut peut-être répéter. Oui, pour le Zoom, la question Non. c'était est-ce que le partenariat, tu le mets au quotidien et si oui, quel pourcentage entre guillemets de réussite? Alors, donc le partenariat, oui, je l'utilise vraiment au quotidien et avec tous les patients. Après, c'est une démarche, c'est-à-dire que moi, je fais un pas en avant. Après, il faut que le patient soit prêt à faire ce pas en avant aussi. Ça prend plus ou moins de temps. Donc, il y a différents niveaux d'engagement et je laisse le patient prendre le temps et aller jusqu'où il a envie d'aller aussi dans ce niveau d'engagement. Par exemple, j'ai un papa qui refusait catégoriquement la codécision. Il voulait pas avoir à décider, mais d'un autre côté, quand même, il me donnait son avis et il me disait qu'il n'était pas d'accord avec ce que je proposais. Et donc, du coup, on a fait du partenariat sans avoir l'air d'en faire. Mais en tout cas, il refusait l'outil. Bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir l'outil. Enfin, l'outil, c'est censé être une aide, pas un obstacle. Après, la réussite. Alors, la réussite, pour moi, c'est est-ce que le patient, à la fin, il est suffisamment à l'aise pour prendre des décisions par lui-même et pour lui-même. Patient ou aidant, hein, j'inclus les deux. Hein, quand c'est un enfant qui est tout petit, évidemment que c'est aussi le parent. En fait, une des décisions qu'on peut prendre, un des choix qu'on peut faire, c'est de retourner voir aussi le soignant quand on en a besoin, de retourner poser des questions, de faire une séance comme ça, ou bien d'avoir de nouveau confiance en soi. En tout cas, moi, tous mes patients repartent avec cette assurance qu'ils sauront quoi faire. Chose que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, mes patients partaient en disant oui, mais je sais pas. Il y en a même qui me rappelaient après en disant non, finalement, on n'y arrivera pas. Alors, ça faisait qu'un mois qu'on avait arrêté la rééducation. Alors que là, en fait, on fait petit à petit. Je leur demande toujours est-ce que vous avez envie qu'on se revoie dans un mois, dans 6 mois, de quoi vous avez besoin? Et en fait, quand ils reviennent 6 mois après, en fait, ils me disent non, mais en fait, je me débrouille très bien. Donc, voilà, je pense que ça parle de soi-même. Après, j'ai pas fait d'études. Je voulais essayer de faire un calcul de temps de rééducation, voir si ça m'avait vraiment raccourci le temps de rééducation, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Mais avec le Covid, etc., c'était compliqué avec les dates, donc ça n'aurait pas été représentatif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Moi, j'aurais une question peut-être. Non, pas de question. Une remarque. Vas-y. Description vraiment dynamique et motivante. Bravo. D'accord. Merci. Merci à la personne qui est. Moi, j'avais une question par rapport, tu parlais à la fin de la formation des futurs orthophonistes. Ouais. Comment vous l'envisagez justement avec, est-ce que c'est le patient, avec la patiente, la maman avec laquelle tu as travaillé, tu vas monter un programme de formation ou c'est avec l'école des orthophonistes? Enfin, comment tu penses mettre ça en place? Alors, on a commencé à travailler dessus. En fait, on est 2 orthophonistes, mais de 2 régions différentes, avec 2 patients partenaires de contextes complètement différents. Donc, en fait, on est en train de travailler ça pour mettre en place une formation continue grâce à l'organisme FNOFORM qui fait partie du syndicat des orthophonistes. Et l'idée, c'est vraiment de co-construire cette formation. Alors, avec des engagements des patients très divers. Enfin, voilà, ils vont pas participer de la même manière, dans les mêmes temps.
c'est en fonction de leurs envies aussi et de leur disponibilité aussi, parce qu'on n'est pas toujours disponible tout le temps pour tout. Évidemment, elles vont participer aussi à l'animation, elles vont co-animer cette formation. Donc là, c'est prévu que ça sorte dans l'année, là, en fait. Enfin, je parle en année scolaire, je suis désolée, je suis orthophoniste. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place cette formation pour 2023, début 2023. Ouais. Oui. Merci pour la présentation. Je me demandais, quand vous posez la question, quelle solution vous avez trouvé, tout ça, est-ce que vous a permis de découvrir des choses que vous même pas pensé, enfin voilà, de pouvoir qualifier un peu des savoirs expérientiels? Alors, Oui. juste pour le distanciel, la question, c'est est-ce que par votre questionnement, vous avez découvert finalement des questionnements à vous-même pour qualifier ces savoirs expérientiels? Alors en fait, oui, dans les solutions, quand je demande effectivement de quoi auriez-vous besoin pour être au maximum de votre bien-être ou de tout ça, j'ai parfois des réponses, même des enfants parfois qu'on n'aurait pas soupçonné. Ça peut être par exemple un enfant qui nous a dit en fait moi je mets pas le plus grand sourire parce que à la maison en fait on me dit toujours de faire des trucs, on râle tout le temps et il y a pas assez ça sourit pas assez. Alors on lui a demandé du coup de quoi tu aurais besoin pour qu'il y ait plus de sourire à la maison et il nous a dit j'aimerais bien qu'on fasse des jeux. Alors, j'ai demandé aux parents, c'est envisageable ça de faire des jeux de société, etc. Et du coup, oui, en fait, oui, c'est juste qu'on n'y pense pas parce qu'en fait, ils sont tellement accaparés par les troubles de l'enfant. Là, en l'occurrence, c'était des troubles du langage oral et puis des troubles du langage écrit. Enfin, donc les devoirs prennent un temps infini. Enfin, il y a plein d'exigences et puis après, il faut vite se dépêcher, prendre la douche, etc. Et en fait, ils prennent plus le temps de jouer. Et d'avoir mis ça en fait comme objectif de dire en fait on va mettre en place des jeux à la maison pour pouvoir retrouver le sourire, et ça a détendu l'atmosphère, et comme ça a détendu l'atmosphère, ça détend l'atmosphère aussi après pour les devoirs, pour d'autres choses, pour débloquer le langage, donc oui, il y a des solutions qui sont trouvées par les patients et parfois même du coup par des enfants. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, en partie, ça répond à ça. En fait, dans tous les ateliers qu'on fait, je me dis on peut penser à une liste de savoir expérientiel, on a souvent du mal à qualifier pour partager, pour donner des exemples. Ok, et pourquoi pas créer une liste mutualisée d'outils, d'expériences, de savoir expérientiels des professionnels en fait dans la mise en œuvre du partenariat en fait, c'est ça? Enfin, là, c'est intéressant, je trouve que finalement c'est vous qui faites émerger ça. Souvent les patients qui vont aller dans cette de santé, c'est une situation qui vont même faire des associations avec des pairs, rarement dans la relation avec les. Et du coup, moi, je diffuse en fait cet outil et via un blog, voilà, gratuitement en fait, je diffuse du coup voilà, ces connaissances et ce savoir-faire et j'incite les professionnels à utiliser parce que parfois d'avoir un outil sous les yeux, c'est toujours le même débat pour compter les outils, mais vous aurez compris que je suis pour. Je suis pour parce que c'est ma façon de fonctionner, parce que parfois quand les choses sont pas toujours très claires, on sait pas trop où aller, d'avoir un outil, même si après on le change, on le modifie, on l'utilise, on le suit pas tout à fait, etc. En fait, ça permet déjà de s'y mettre en fait, d'entrer en action. Donc, et cet outil, en fait, ce questionnaire a été rechangé. Il a été complété, modifié par les demandes, en fait, et les retours des patients. Donc, j'ai rajouté notamment, par exemple, une question sur le bien-être personnel, la confiance en soi, par exemple, qui a été vraiment une demande d'un patient. Et puis, j'ai remodifié parce qu'il y avait des redites, ça devenait long. Donc, je l'ai raccourci, modifié pour que ça soit moins long. Et j'ai demandé aux patients, alors, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je devrais rajouter? Qu'est-ce que je devrais enlever? Voilà, donc, c'est vraiment… Et du coup, ça pourrait même être partagé. Les collègues ne sont pas seulement les orthophonistes, mais d'autres. Ça a été fait, ouais, le questionnaire a été fait avec le mot thérapeute plutôt qu'orthophoniste pour que n'importe qui puisse l'utiliser et le remodifier vraiment comme il l'entend, quoi. Ouais, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse le modifier autant qu'on veut.
Ok, eh ben, merci beaucoup.